Au lendemain des récents attentats, la France s'est réveillée avec deux obsessions, sa sécurité et son identité. Mais on a très peu entendu parler de la politique de la ville. La politique de la ville semble être passée de mode depuis les grands débats des années 1980-1990, notamment sur les banlieues. Et pourtant, plus encore qu'hier, elle est au cœur des enjeux de cohésion sociale et territoriale. Hélène Geoffroy mène ce combat au quotidien pour le gouvernement français. Alors concrètement, quelles solutions? On en parle avec vous ce soir, Hélène Geoffroy. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc la secrétaire d'État en charge de la politique de la ville. Alors, on vient de le voir dans le rappel des titres. L'Euro de football débute demain. La France est toujours en partie bloquée par des grèves contre le projet de loi travail, notamment dans les transports, mais aussi dans les usines de déchetterie. Que faire selon vous pour sortir de l'impasse ? Aujourd'hui, les sujets sont de nature différente. D'abord, il y avait la négociation d'une convention collective au niveau de la SNCF. Les accords ont été signés par une partie des syndicats, je tiens à le rappeler, notamment la CFDT et l'UNSA. Et aujourd'hui, certains syndicalistes souhaitent continuer. Je crois qu'il faut appeler tout le monde à la responsabilité. Aujourd'hui, nous avons un événement majeur pour l'image aussi de notre pays. Aujourd'hui, ce doit être le temps de la fête des supporters que nous accueillons de toute l'Europe, et puis la fête aussi de notre équipe de France, et cela doit emporter le pas sur tout le reste. Alors, il y a une élue de l'opposition de droite qui a déclaré ce matin que tout cela donnait une image calamiteuse de la France à l'étranger. En tout cas, si on donne l'image, si les supporters n'arrivaient pas à rejoindre le stade, on donnerait l'image, en tout cas, d'une forme de pagaille, et ce n'est pas souhaitable. Et c'est pour ça que les discussions sont évidemment en cours pour que cela ne se produise pas. Et moi, je crois que l'ensemble des travailleurs de notre pays sont attachés à l'image de la France. Et c'est pour ça que je pense que l'euro va pouvoir bien se passer. Celles et ceux qui sont concernés en premier lieu par ce projet de réforme du Code du travail, ce sont ceux qui sont au chômage et qui ont des contrats précaires, en particulier dans les villes défavorisées, que ce soit en région parisienne ou bien en province. Comment est-ce que vous leur vanteriez, entre guillemets, ce projet loi travail ? Moi, je le dis avec beaucoup de conviction, c'est un bon projet parce que le plus difficile aujourd'hui, c'est de rentrer dans le monde du travail. Donc, c'est un projet qui n'enlève rien à ceux qui sont déjà salariés, mais qui permet de mieux entrer. Et quand nous avons aujourd'hui un taux de chômage double dans les quartiers les plus populaires de notre pays, c'est une évidence. Il y a une disposition très intéressante qui est celle de la garantie jeune, étendue à tous les jeunes. Ceux qui en bénéficient aujourd'hui dans nos quartiers populaires retrouvent le chemin de l'emploi avec des taux de réussite absolument exceptionnels, et c'est ce que constatent tous les acteurs du monde de l'emploi. Et puis, il nous faut déverrouiller les choses, reprendre des accords qui soient au niveau des entreprises. C'est ce qui permettra un accès à l'emploi plus fluide. Moi, je dis que cette loi travail, elle va oxygéner nos quartiers populaires, et elle est importante. Certains des jeunes, notamment dans ces quartiers déshérités, sont fatigués de l'intérim, des petits boulots, des petits jobs à répétition. Est-ce que cette loi ne favorise pas justement ce genre de contrat ? Non, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà leur réalité. Vous le dites fort bien, c'est la réalité des CDD et des intérims parfois d'une journée. Nous en sommes là. Or, aujourd'hui, pouvoir être d'accord sur finalement les besoins de l'entreprise, pouvoir les discuter avec les syndicats, c'est donner aussi, à mon avis, plus de facilité pour y rentrer. Et puis nous sommes attachés à cet accès au monde de l'emploi. Nous avons par exemple nos jeunes diplômés des quartiers populaires qui n'arrivent pas, qui mettent 18 mois de plus que les diplômés des mêmes écoles ou mêmes universités à trouver du travail. 18 mois de plus, c'est insupportable aujourd'hui. Et c'est pour ça, parce qu'on veut être actif, que nous sommes en train d'inviter tous les Bac+3 inscrits au Pôle emploi pour qu'ils puissent être coachés, accompagnés, mis en réseau avec les entreprises. Alors vous avez été jusqu'à tout récemment, au mois de février, il me semble, député maire de Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin qui a connu dans le passé des émeutes très violentes. L'histoire se répète en France puisque il y a 10 ans, en 2005, les banlieues françaises s'étaient embrasées, Clichy-sous-Bois notamment, avec les deux jeunes Ziad et Bouna qui sont morts. On va écouter ce qu'a dit le Premier ministre français. C'était après les attentats de janvier 2015, c'est-à-dire 10 ans après les émeutes que j'évoquais. La relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà. Un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays. La misère sociale auquel s'additionnent les discriminations quotidiennes parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau ou bien parce que l'on est une femme. Il ne s'agit en aucun cas, et vous me connaissez,
de chercher la moindre excuse. Mais il faut aussi regarder la réalité de notre pays. Hélène Geoffroy, cette vision sociale du Premier ministre français Manuel Valls, on a le sentiment qu'un an et demi après, elle est tombée aux oubliettes et qu'on est retombé dans le tout sécuritaire. Non, cet apartheid social et territorial dont a parlé le Premier ministre, j'en ai partagé totalement l'analyse au moment où j'étais donc il y a un an député maire de Vaux-en-Velin. Et c'est parce qu'on le sait qu'on prend les mesures fortes. La première mesure, c'est de parler en parlant de cette ségrégation territoriale, de lutter contre. C'est pour ça que nous sommes en train d'imposer aux communes qui n'en ont pas la construction de logements sociaux, ce qui est une première réponse. C'est pour ça que la politique de renouvellement urbain, qui transforme les quartiers populaires, amène de la mixité au travers du bâti. Mais ça ne suffit évidemment pas. C'est pour cela qu'il y a la mesure dont je vous parlais pour les Bac+3. Parce que si on veut tenir une promesse républicaine, il faut que les jeunes de nos quartiers trouvent du travail. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'éducation avec tant de force aujourd'hui. Et puis la politique de la ville, vous savez, elle est née à Vaux-en-Velin, justement après les émeutes dont vous avez parlé en 1990. C'est juste après que François Mitterrand annonce la création du ministère de la Ville. Et pendant ces 25 ans, il est faux de dire que rien ne s'est fait. Nous avons produit une classe moyenne dans les banlieues, dans les quartiers populaires, qui est en train d'irriguer toute la France. La France, elle est aujourd'hui diverse, avec des histoires personnelles diverses partout, pas seulement en banlieue, mais c'est aussi le fruit des politiques publiques. Alors c'est vrai qu'il y a eu toute une politique de transformation physique de Vaux-en-Velin, mais de beaucoup de villes justement qui souffraient de la pauvreté. Mais vous l'avez dit, et notamment la question du travail, ça ne résout pas pour autant l'amélioration des conditions de vie. Comment l'expliquez-vous ? Parce qu'on a deux phénomènes qui se croisent, des gens qui s'en vont quand ils vont mieux. C'est une réalité. Quand les personnes sont requinquées, elles quittent souvent les quartiers populaires parce qu'elles aspirent à une autre forme de logement. D'où l'intérêt, nous, que nous construisons du logement plus diversifié. Mais c'est aussi pour ça que nous avons fait une loi aujourd'hui qui dit que quand on transforme un quartier, on s'occupe des questions de développement économique et des questions d'éducation en même temps. Et on a fait plus. On a aussi dit qu'il faut que les habitants participent à la redéfinition de leur quartier. Nous avons créé des conseils citoyens pour la première fois en France, où on construit des politiques publiques. 1200 quartiers prioritaires en France, c'est un rapport qui vous a été remis, ça concerne près de 5 millions de personnes à travers toute la France. C'est quoi un quartier prioritaire ? Et 1500 si on compte les Outre-mer. Quartier prioritaire, c'est-à-dire c'est un quartier où le revenu est inférieur au revenu médian du bassin de population. C'est très important. Dire qu'aujourd'hui, on a regardé finalement où vivaient les habitants les plus précaires de notre pays. Et nous avons ainsi défini 1500 quartiers. Et du coup, on a découvert qu'il n'y a pas que les grands ensembles qu'on a tous en tête en Île-de-France, en banlieue lyonnaise par exemple, ou les quartiers nord de Marseille. Il y a aussi les centres-villes de petites villes qui se sont paupérisées et le milieu périurbain. Et donc pour la première fois, la politique de la ville s'adresse finalement à un public très large. Et sur ces 1500 quartiers, désormais, on concentre aussi des moyens plutôt que de les saupoudrer. Alors la politique a eu son heure de gloire, la politique de la ville, vous l'avez cité notamment après les années 1990, on a vu s'effondrer, c'est avec ces images spectaculaires dans les médias, des tours, mais on a le sentiment, on l'a dit, que le malaise... Elle s'effondre toujours, au Mas du Taureau, l'endroit où il y a eu les émeutes la semaine dernière. On continue à les détruire, voilà, pour plus notamment de mixité sociale. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même eu une erreur d'approche Non, c'est qu'on s'est dit, redonnons. C'était important de redonner de la dignité aux habitants en leur disant que le bâti était repensé plus en meilleur état. Rien n'est pire finalement que d'avoir honte d'inviter des amis chez soi. Or, cela s'est produit dans nos quartiers. Donc, c'était important qu'on le fasse, mais c'était insuffisant. Et aujourd'hui, face à parfois une forme de résignation, de désenchantement, il faut absolument que nous regardions la question de la mixité, de logement et de peuplement. C'est ce qu'a dit très fortement le Premier ministre. Et le projet de loi qui arrive, égalité et citoyenneté, qui est en débat à partir de la semaine prochaine au Parlement, va renforcer les mesures pour que les publics soient mélangés et que tout le monde accueille, toutes les villes accueillent tout le monde finalement. Alors quand je disais malaise, je vais me faire plus précis, Hélène Geoffroy. Après les émeutes de 2005 dont on a parlé, il y a un grand pays dans le monde, les États-Unis, qui se sont dit « Tiens, on va s'intéresser à ce qui se passe dans les banlieues françaises » et qui, à travers l'ambassade des États-Unis à Paris, est allé à la rencontre des jeunes talents. Et ces jeunes talents ont été stupéfaits, ça a pris, ça a marché. Est-ce que ce n'est pas l'ascenseur social et le mérite qui est en panne
à travers ces jeunes-là. Et là, je parle vraiment des diplômés. Hein. Oui, oui, je suis bien d'accord avec vous. Les chiffres sont sans appel. Hein. Quand je dis que les jeunes diplômés de nos quartiers mènent 18 mois de plus à trouver un travail à qualification égale que ceux qui sont sortis en même temps que de leur cursus de formation, et que quand ils trouvent du travail, ils sont plus souvent dans des métiers moins qualifiés que le niveau de leur diplôme, on a un vrai souci aujourd'hui. Et donc, au moment où nous sommes en train de promouvoir toutes nos valeurs républicaines à travers toute la France pour les réexpliquer, les questions, les valeurs et puis le principe de laïcité, dans le même temps, il faut aussi que nous disions que la République, elle tient ses promesses. Et la première d'entre elles, c'est de dire que lorsqu'on a fait le choix de l'école, eh bien, on peut réussir à trouver pleinement sa place. Mais comment faire? Parce que ça ne se décrète pas, ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous nos Bac+3 sont invités dans les pôles emploi, parce qu'on va créer des réseaux. Les entreprises, nous sommes en train de les mobiliser. Après les attentats de l'an dernier, il y a eu une prise de conscience de la société française qui doit rester. Celle où on se dit, tout le monde doit jouer le jeu aujourd'hui pour sortir des différentes ségrégations que l'on connaît. Et lorsque les entreprises jouent le jeu, ce qu'elles disent est très intéressant. Elles disent que les jeunes des quartiers populaires ont une créativité, une inventivité, parce que comme ils viennent de plus loin, qu'ils ont fait 2 fois plus d'efforts pour arriver où ils en sont, eh bien ça crée une dynamique dans l'entreprise et des profils qui sont moins formatés. Donc ça me permet, au travers de votre émission, de lancer un appel pour que les entreprises continuent à s'engager. Et moi, c'est ce que je propose aux jeunes Bac+3. C'est un réseau, parce que c'est ce dont il manque le plus. Après les attentats que vous avez cités en France, certains ont dit, qui viennent dans ces quartiers ou pas forcément, des observateurs ont dit que les seuls endroits pour accueillir ces jeunes en difficulté aujourd'hui, ce sont les lieux de culte. Non, c'est faire insulte aussi à nos jeunes. Enfin, quand vous rencontrez, j'imagine que vous les rencontrez tout comme moi, les jeunes dans nos quartiers, soit leur grande aspiration aujourd'hui, c'est prendre une place pleine et entière dans la société française. Il faut qu'on sorte absolument d'un eux et d'un nous aujourd'hui, qui a un eux, un nous des quartiers populaires vers les quartiers favorisés et réciproquement. Et donc aujourd'hui, les quartiers populaires sont en train de produire leurs anticorps, leurs propres anticorps contre ceux qui existent aussi, mais partout dans la société française, qui disent que le vivre ensemble est une utopie et qui prônent un développement séparé. Vous savez, il y a des idéologies comme ça qui disent que les gens ne sont pas faits pour être bien ensemble, pour des raisons d'histoire personnelle, de confession, etc. Ce n'est pas l'aspiration majoritaire. Et moi, je suis optimiste au milieu d'un débat qui est parfois pas d'un très bon niveau sur ces questions-là. Les jeunes n'ont pas envie d'être envoyés à une identité religieuse ou de grands-parents. Aujourd'hui, ils sont dans la République, ils y croient. À nous aussi de dire qu'ils ont toute leur place. Merci beaucoup Hélène Geoffroy, secrétaire d'État française en charge de la politique de la ville. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez été aussi députée maire de Vaux-en-Velin. Merci beaucoup. Merci.